Quand on se penche sur les chiffres de ce début d'année, il y a vraiment de quoi avoir le vertige. On parle d'une ligne budgétaire mondiale qui enfle d'une façon presque incontrôlable. Ouais. Et on approche de la barre des 2600 milliards de dollars. C'est absolument colossal. C'est ça, 2600 milliards. Et attention, pour ceux qui nous écoutent, ce ne sont pas des fonds débloqués pour la transition énergétique civile ou, je ne sais pas, de grandes infrastructures publiques. Ce sont des capitaux dédiés exclusivement à l'armement, au système radar, à la dissuasion. Tout à fait. Il faut bien poser le contexte. Nous sommes fin mars 2026. L'Ukraine s'est transformée en une guerre de position qui s'éternise. Le Moyen-Orient reste sous une tension chronique. Et bien sûr, on a ce nouveau conflit majeur qui implique directement l'Iran depuis le 28 février dernier. Un choc massif, ouais. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, il est crucial de rappeler une chose importante. Notre mission aujourd'hui n'est pas de prendre parti. On observe une neutralité absolue sur ces enjeux politiques et militaires. C'est essentiel de le souligner, oui. Notre but ici, c'est uniquement d'analyser les répercussions économiques, avec une approche purement factuelle. On regarde les données, on étudie les flux financiers, et c'est tout. Exactement. Et pour naviguer dans ce brouillard, on reste appuyé sur 2 rapports très récents publiés par Morningstar France. Le premier, c'est une plongée statistique de Valerio Baselli sur les ETF de la défense. Et le second, c'est une interview passionnante de Karen Gilchrist avec Mike Coupe. Mike Coupe, qui est le directeur des investissements EMA chez Morningstar, oui. Et son analyse sur la façon dont les portefeuilles doivent réagir face à la crise ukrainienne, elle est vraiment éclairante. D'accord, décortiquons tout cela. Le premier grand thème qui ressort, c'est un changement de paradigme total sur le secteur de la défense. Avant, ces actions, c'était un peu comme un parapluie, non ? On le sortait du placard que quand le ciel devenait gris. Ouais, c'était l'adage classique de la bourse. On achetait au son du canon, on vendait au son du clairon. Parce qu'on considérait la guerre comme une anomalie cyclique. Mais en fait, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est comme si on l'avait déménagé dans une région où c'est la mousson toute l'année, quoi. Le parapluie fait carrément partie de la garde-robe quotidienne. C'est une excellente analogie, parce que les États ont complètement changé de comportement. Les dépenses militaires, ce ne sont plus des rallonges votées dans l'urgence. Ce sont devenus des piliers structurels. Les budgets sont verrouillés sur le long terme. Et ça se traduit comment dans les chiffres concrètement ? Mais si on prend les projections de Forecast International, ces fameux 2600 milliards de dollars attendus d'ici fin 2026, ça représente une hausse de 8,1% par rapport à 2025. C'est une manne financière gigantesque. 8,1% d'augmentation ? Mais j'imagine que cet argent ne va pas ruisseler gentiment vers des petites startups de la taxi. Ah non, pas du tout. Ça vient consolider les bilans de véritables mastodontes. On parle des géants américains comme GE Aerospace ou RTX Corp. Et au Royaume-Uni, on a Rolls-Royce, qui est carrément venu la plus grande capitalisation du secteur de la défense là-bas. Rolls-Royce, oui, on n'y pense pas toujours en premier, mais ils sont énormes là-dedans. Et ce qui change la donne pour les marchés, c'est la visibilité de ces entreprises, n'est-ce pas ? Leur carnet de commandes déborde. Exactement. C'est ça qui attire les investisseurs. GE Aerospace, par exemple, ils ne vendent pas juste un moteur d'avion de chasse pour ensuite passer à autre chose. En fait, ils vendent la maintenance, les mises à jour logicielles, leur remplacement des pièces. C'est quasiment un modèle par abonnement, en fin de compte. C'est exactement ça. Un modèle de revenus récurrent, super prévisible, sur des décennies. Dans un monde aussi instable qu'aujourd'hui, cette visibilité à long terme, ça vaut de l'or pour les gestionnaires de fonds. Alors justement, parlons d'un secteur qui a beaucoup moins de visibilité à long terme, mais qui réagit très violemment à court terme, l'énergie. Depuis l'éclatement du conflit en Iran fin février, le marché pétrolier est en ébullition. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. À la mi-mars, on a vu le baril de Brent frôler les $120. C'était la panique totale. Et face à une flambée pareille, l'instinct naturel de beaucoup, c'est de se ruer sur les valeurs pétrolières. Mais en lisant l'analyse de Mike Coupe, on se demande, est-ce que ce n'est pas courir après un train qui est déjà parti ? Ce qui est fascinant ici, c'est que confirme cette intuition. C'est effectivement un peu tard. À $120 le baril, les marchés à terme ont déjà intégré les pires scénarios géopolitiques possibles, comme un blocage du détroit d'Ormuz par exemple. Donc en achetant maintenant, on paye le prix fort pour un risque qui est déjà dans les cours. Tout à fait. Couple explique que oui, le pétrole devrait raisonnablement se maintenir au-dessus des $100 à cause des problèmes d'offres, mais, et c'est un grand mais, il ne croit pas qu'on atteindra les sommets historiques de $150. Ah oui, les fameux $150 des crises précédentes. Pourquoi ça n'arriverait pas cette fois-ci ? À cause de la destruction de la demande. Si l'énergie coûte trop cher, l'économie ralentit, les gens consomment moins et les prix finissent par plafonner. Donc le potentiel de hausse est limité. Et au-delà du prix du baril, il y a un autre danger que soulève le rapport et on l'oublie souvent, c'est de confondre le prix d'une matière première avec la santé de l'entreprise qui l'extrait.
c'est un point crucial. Un baril très cher, ça ne sert à rien à une entreprise pétrolière si ses infrastructures, ses raffineries ou ses puits se font bombarder. Surtout si l'entreprise est déjà lourdement endettée. Exactement. Le rapport de Morningstar met vraiment en garde contre ça. Les entreprises avec des bilans fragiles n'ont aucune marge d'erreur. Si la production s'arrête à cause de dommages physiques, les dettes, elles, continuent de tomber. Donc il ne faut surtout pas acheter le secteur de l'énergie à l'aveugle. Il faut sélectionner au scalpel les entreprises solides. Mais du coup, si l'énergie est un terrain miné, comment on protège les portefeuilles? Surtout si cette inflation se transforme en frein à la croissance mondiale. C'est là qu'on observe ce que Mike Coupe appelle le grand basculement. Si on relie cela à la situation dans son ensemble, on passe d'une peur de l'inflation à une peur de la récession. D'accord. Et quand on a peur de la récession, on achète quoi? Des actifs défensifs classiques, les biens de consommation courante, les services publics, la santé. Parce que crise ou pas crise, les gens doivent manger, s'éclairer et se soigner. Ce sont des secteurs décorrélés du cycle économique. L'or reste aussi une valeur refuge, évidemment. Mais il y a un point dans l'analyse qui m'a vraiment fait bloquer, c'est la question des obligations. Le marché obligataire en ce début 2026, c'était les montagnes russes, non? Oh, un vrai bain de sang au départ, oui. Avec la peur de l'inflation générée par le choc iranien, tout le monde a vendu ses obligations. Les taux des gilts britanniques à 10 ans ont même atteint des sommets qu'on n'avait pas vus depuis la crise de 2008. Mais c'est là qu'intervient un paradoxe fascinant pour ceux qui nous écoutent et qui essaient de déchiffrer tout ça. Aujourd'hui, ces obligations sont massivement boudées, mais demain, elles pourraient être notre meilleur filet de sécurité. Comment ça marche exactement ? C'est la mécanique des taux. Si l'inflation détruit la demande mondiale et qu'on plonge en récession, qu'est-ce que vont faire les banques centrales ? Elles vont devoir baisser les taux d'intérêt pour relancer la machine. Exactement. Et quand les taux baissent, la valeur des anciennes obligations, celles qui offraient des taux très élevés, s'envole. Donc les obligations qui font fuir tout le monde aujourd'hui pourraient connaître une remontée spectaculaire l'année prochaine. C'est presque contre-intuitif en fait, il faut avoir les nerfs solides pour acheter un actif quand tout le marché s'en débarrasse. Surtout les obligations indexées sur l'inflation qui protègent à la fois contre la hausse des prix immédiate et contre la chute des taux futurs. C'est un vrai travail d'équilibriste. C'est clair. Alors, on vient de parler de bonds, de pétrole à $100, de panique obligataire. Mais au milieu de tout ce chaos géopolitique, il y a une lame de fond qui continue d'avancer, presque dans un monde parallèle. Je vais bien sûr parler de l'intelligence artificielle. L'IA, oui, c'est la force inarrêtable en ce moment. Elle attire des financements massifs, totalement indifférentes au bruit des canons ou aux routes maritimes bloquées. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour les investisseurs? Parce que l'IA, c'est génial. Mais l'analyse de Mike Coupe apporte une nuance très forte. Elle bouleverse complètement le paysage en termes de la tech. C'est le côté sombre de l'IA pour certaines entreprises, oui. L'IA générative injecte une vague de déflation massive dans les services. Et la conséquence directe, c'est qu'elle détruit ce qu'on appelle les fossés économiques des anciens géants. Les fossés économiques, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel qui protégeait ces entreprises de leurs concurrents. C'est fou de se dire que des boîtes qu'on croyait intouchables sont aujourd'hui menacées. Et Morningstar n'y est pas allé de main morte. Ils ont récemment abaissé la note d'entreprise historiquement très forte, comme Workday, Adobe ou Salesforce. Attends, vraiment ? Salesforce et Adobe dégradés à cause de l'IA. Ouais, parce que leur modèle reposait sur des coûts de substitution énormes. C'était très compliqué et coûteux pour une entreprise de changer de logiciel de paie ou de relation client. Mais aujourd'hui, avec les agents autonomes de l'IA, on peut tout générer sur mesure à la volée. C'est ça. Pourquoi payer des milliers de licences mensuelles hyper chères quand une IA peut construire l'interface ou automatiser le flux de travail pour une fraction du prix? Les barrières à l'entrée s'effondrent. Donc là encore, on ne peut plus acheter un ETF technologique généraliste les yeux fermés. L'IA est en train de dévorer les anciens rois de la tech de l'intérieur. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement sélectif. Ce qui nous ramène, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, au grand gagnant de cette année, la défense. On a exploré l'énergie, les obligations, l'IA, mais comment cet engouement pour la défense se traduit-il mathématiquement ? Les chiffres compilés par Valerio Baseli sont impressionnants. Si on compare l'indice Morningstar Global Markets, qui représente le marché mondial, il a fait quoi cet indice global depuis le 1er janvier ? Une toute petite progression de 0,70% au 19 mars. Il fait quasiment du surplace à cause de l'inflation. Mais sur la même période, le secteur aérospatial et de la défense, lui, affiche plus 7,8%. C'est un écart gigantesque en moins de 3 mois. Et cela soulève une question importante. Comment les investisseurs s'y prennent-ils pour injecter autant d'argent aussi vite ? Ils utilisent les ETF. C'est l'outil parfait pour ça. Début 2026, on comptait 19 fonds disponibles en Europe
Ils ont aspiré environ 3 milliards d'euros d'entrées nettes. 3 milliards en quelques semaines. Et les performances de certains de ces ETF sont juste ahurissantes. Le rapport cite l'ETF Future of Defense Indo-Pacific ex-China sous le symbole QAD. Il a fait plus 25,12%. Un quart de sa valeur en plus depuis janvier. Et ce qui est intéressant avec ce fonds QAD, c'est qu'il encapsule toute la réalité géopolitique dont on vient de parler. Ouais, il exclut la Chine et se concentre sur l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la cybersécurité, hyper ciblée. Et ce n'est pas le seul. On a l'ETF VanEck Defense, le DFNS, qui gère des milliards d'euros et qui s'envole à plus 20,06%. Ou encore le Global X Defense Tech, ARMR, à plus 19,17%. Presque 20% de hausse, mais tu l'as évoqué tout à l'heure en creux, il faut rester rationnel face à ces chiffres, n'est-ce pas? La bourse anticipe, mais l'industrie physique doit suivre. Exactement, et c'est le grand risque. Les valorisations sont devenues tellement élevées que les marchés exigent la perfection. Si une usine de semi-conducteurs a du retard, ou s'il manque des métaux pour fabriquer des obus, la sanction boursière sera immédiate. C'est le test du réel pour l'industrie lourde. On arrive au terme de cette exploration. Si on doit synthétiser de manière un peu dynamique pour les esprits curieux qui nous écoutent, on a 3 points cardinaux. Le premier, c'est la défense, qui devient notre nouvelle normalité, le parapluie qu'on ne range plus. Et le deuxième, c'est l'énergie et cette crise iranienne. Une réaction épidermique du marché qui est peut-être déjà passée, nous poussant vers des actifs plus défensifs, comme certaines obligations souveraines. Et le troisième, c'est l'intelligence artificielle. Cette lame de fond qui redessine impitoyablement les avantages compétitifs des entreprises. C'est un sacré tableau. Mais avant de se quitter, il y a une dernière réflexion, un peu provocatrice, qui découle naturellement de nos sources. C'est à méditer. On a d'un côté l'explosion historique des budgets militaires, physiques, et de l'autre, des milliards injectés dans la recherche en IA autonome. Que se passera-t-il lorsque ces deux mondes vont totalement fusionner? Je veux dire, le jour où ces entreprises d'IA, celles qui détruisent aujourd'hui les modèles de la tech traditionnelle, deviendront les véritables architectes de nos systèmes de défense. C'est une question vertigineuse quand l'optimisation logistique en zone de combat ou les décisions d'un essaim de drone seront intégralement gérées par ces IA, la distinction entre une valeur technologique et une valeur de défense va tout simplement s'évaporer. Une perspective fascinante et peut-être un peu effrayante qu'on laisse à la curiosité de ceux qui nous écoutent. L'orage gronde sur l'économie mondiale, mais les capitaux trouvent toujours un chemin. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la stratégie financière en période de turbulence et à très bientôt pour une nouvelle analyse.